Bien le bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Je suis l'Avengers du cinéma. Aujourd'hui, j'ai le Covid. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour parler d'un film, ou non pas pour parler d'une série, ou d'un jeu vidéo, mais nous allons nous retrouver pour parler de l'œuvre d'un réalisateur français qui réalise des films en Amérique. Je suis Luc Besson, bonne réponse pour François au premier rang. Alors, Luc Besson, c'est un sujet complexe. Luc Besson, c'est un sujet piquant, sujet compliqué, sujet brûlant, n'est-ce pas? Et autres adjectifs qui définissent ce génie du 7e art, parce que oui, pour moi, Luc Besson est un bon réalisateur. Ce n'est pas un excellent réalisateur, mais ce n'est pas un mauvais réalisateur, comme peut l'être par exemple, Fabien Antoniente, entre autres. J'aime bien Camping, hein, mais en termes de réalisation, bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Bref, Luc Besson est le réalisateur de plusieurs films que je vais vous citer, à savoir son premier film, Le Dernier Combat, Subway, Le Grand Bleu, Nikita, Léon, Jeanne d'Arc, Arthur et Mimoise, Arthur et la vengeance de Malthazar et Arthur 3, La guerre des deux mondes, Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, The Lady, Malavita, Lucie, Valérian et la cité des mille planètes et Anna. Alors, on va essayer d'être un minimum clair et concis sur le sujet. Je n'ai pas vu Le Dernier Combat, je n'ai pas vu Subway. Ensuite, The Lady, je ne l'ai pas vu. Et Anna, son dernier film, je ne l'ai pas vu. Bon. Je peux quand même avoir un certain avis sur ces films qui sont les plus connus, qui se définissent comme étant la plus parfaite expression de son style de réalisation. Alors, hormis ces trois premiers films, à savoir Le Dernier Combat, Subway et Le Grand Bleu, Luc Besson a toujours voulu, à partir du cinquième élément, même de Nikita et de Léon, a toujours voulu démocratiser le cinéma fantastique et le grand cinéma blockbuster américain. C'est un rêveur. Luc Besson est un rêveur, c'est un homme qui a besoin, qui a envie d'un cinéma français qui rayonne à l'international. Parce que, je suis désolé, un film anglais ou un film américain, ou allez, un film coréen, admettons, ce sont des films qui sont connus dans plusieurs pays, ou que ce soit, par exemple, grâce au Festival de Cannes. Exemple, Parasite, réalisé par Bong Joon-ho, qui a eu la Palme d'Or l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, est un film qui est mondialement connu, alors que le cinéma coréen s'exporte facilement, tandis que le cinéma français ne s'exporte pas à l'international. Et Luc Besson, il a envie de grandeur, il a envie de montrer des belles histoires philosophiques, poétiques, notamment dans Subway ou Le Grand Bleu. Le cinéma français manque de moyens, manque d'ambition. Alors, pourquoi je me gratte le nez? Bonne question. Pourquoi cet avis sur la question? Eh bien, je pense que le cinéma français, je suis assez d'accord avec ce que raconte et ce que dit Luc Besson. C'est vrai que il y a des films français ambitieux, il y a des films français poétiques, il y a des films français qui restent dans les mémoires et qui sont même pour de très grands réalisateurs américains, des références. On pense notamment à Godard, on pense à Truffaut, on peut voir également Éric Rohmer, on peut voir Claude Chabrol. Ce sont des réalisateurs de la Nouvelle Vague ou même Agnès Varda qui ont marqué le monde du cinéma à l'international. Mais le cinéma français n'est pas le plus rayonnant cinéma au monde, c'est le cinéma américain de très loin. Parce que quand on voit les grosses machines américaines à l'époque, donc c'était Star Wars, c'était les Indiana Jones, c'était les French Connection, c'était les films de Scorsese, Taxi Driver, Les Affranchis. C'était des films qui rayonnaient et qui étaient en train de créer une nouvelle version du cinéma. Alors, il y a eu le nouvel Hollywood pour l'Amérique, il y a eu la nouvelle vague en France, et il y a eu le nouveau cinéma allemand pour l'Allemagne. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que Luc Besson, après Le Grand Bleu, alors Nikita c'est un peu un sujet compliqué, mais à partir de Léon et même du cinquième élément, a commencé à s'affranchir de la France et à produire des films en anglais, à les tourner avec des stars américaines dans des studios américains et
Et il a tout compris en fait, le gars. C'est-à-dire que le gars veut faire des films français, à l'américaine. Et il a raison. Il a raison, parce que c'est le réalisateur français qui marche le mieux à l'international. Alors, peut-être pas maintenant, mais à l'époque, en tout cas, c'était assez incroyable. Jusqu'à, pour moi, le cinquième élément, il était pour moi dans une véritable montée en termes de qualité de film, en termes de cadre, en termes de philosophie, en termes de philosophie de ces films, j'entends. En termes de photographie, en termes de beauté filmique, en termes d'acting, ça fait Le Dernier Combat, Subway, Le Grand Bleu, Nikita, Léon, et le cinquième élément est pour moi son meilleur film, enfin en tout cas, peut-être pas son meilleur film, mais moi, alors attention, guillemets, de mon opinion à moi, je trouve que le cinquième élément est le meilleur film de Luc Besson, avec peut-être Le Grand Bleu aussi, Le Grand Bleu qui a une photographie absolument sublime et des plans qui sont absolument exceptionnels. Mais le cinquième élément, qu'est-ce que ça parle? Ça parle de l'humanité, c'est très philosophique. Le cinquième élément, c'est un film d'action, mais qui tente de nous faire réfléchir, qui tente de nous passer des messages philosophiques. Alors, pas à la manière d'un Matrix ou d'un Blade Runner, c'est un peu moins fin que ça, c'est un peu moins bien fait, mais n'empêche que c'est un film philosophique. Donc, voilà. Et après, le succès, il avait même eu un César pour le cinquième élément. Euh, il y a eu la déchéance. Il y a eu la déchéance de Luc Besson, parce qu'il y a eu Jeanne d'Arc, qui est un film qui est très mauvais. Il a voulu se lancer dans le grand film historique français, mais avec des moyens américains. Je suis pas un très grand fan de Jeanne d'Arc. Ensuite, il y a eu Arthur et les Minimoys. Alors, moi j'aime bien le premier. Pour être honnête avec vous, Arthur et les Minimoys 1, je trouve que c'est... J'avais été le voir au cinéma étant petit, je trouve que c'est un très chouette film, c'est très sympathique. L'animation a pas trop mal vieilli, les décors sont assez sympathiques et l'univers qu'il déploie est plaisant, il y a un message un peu écologique derrière. Donc Arthur et les Minimoys, pour moi, le premier n'est pas un mauvais film. Et là, il est tombé dans le problème philosophique du réalisateur, à savoir les suites. Les suites, c'est un vrai problème et ça peut être aussi exceptionnel. Alors, j'aime cette théorie qui dit que, ce qu'on appelle le syndrome du 2, ce qui dit que peu importe si tu fais un jeu vidéo, un livre, un film ou une série, la suite, le numéro 2 sera toujours mieux. C'est une théorie qui est, on va dire, en théorie vraie. Par exemple, OSS 117.2 est mieux que le premier. The Dark Knight est mieux que Batman Begins. The Mandalorian saison 2 est mieux que la 1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Star Wars 5 est mieux que le 4. Toy Story 2 est mieux que le premier. Avengers 2 est bien mieux que le premier. Donc voilà, les suites peuvent être exceptionnelles comme elles peuvent être très mauvaises. Et ben, Arthur 2, donc Arthur, la vengeance de Malthazar, en termes de suite, c'est une suite qui a un vrai problème parce que même si on enrichit l'univers, même si on a de plus en plus de personnages attachants et on a on prend plaisir à suivre cet univers, c'est une sorte de cafouillage un peu. Je trouve le film beaucoup trop rushé, on passe pas assez de temps avec les personnages donc. Et puis alors le troisième volet c'est encore pire, c'est de la pyrotechnie, c'est la bagarre entre les Minimoys, mais en fait ils sont devenus géants et du coup c'est pas vraiment des Minimoys. Stop, on arrête. Et après, il y a eu Adèle Blanc-Sec. Et alors, en faisant Adèle Blanc-Sec, Luc Besson a essayé de faire un peu son Indiana Jones à la française. Sauf que il y a Indiana Jones français, bah ça peut pas marcher parce que bah, t'es pas Spielberg. J'adore Luc Besson, mais ce n'est pas Spielberg. Et pour moi, Adèle Blanc-Sec a été l'un des plus mauvais films que j'ai vus. L'un des films les plus malaisants, c'est que je ne sais pas vraiment quelle direction ça prend en fait. Un moment, ça part en Égypte, tu dis ok, ça part sur un petit côté aventure. Puis après, il y a une histoire de ptérodactyle, donc tu dis bon, ça part sur un sujet un peu steampunk, un peu science. Puis après, il y a des blagues et de l'humour, donc tu te dis ça part un peu sur un truc drôle. En fait, le film ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Et bah, du coup, toi, en tant que spectateur, tu te retrouves perdu et tu ne sais pas quoi penser du film parce que même le film ne sait pas quoi te donner en fait. Donc c'est un film, c'est un peu une girouette, tu vois, qui penche, qui tourne au fur et à mesure du film et du coup, le film, tu n'arrives pas à saisir le film et à le prendre pour ce qu'il est. Donc ensuite, il y a eu The Lady que je n'ai pas vu. Ensuite, il y a eu Malavita. Et alors Malavita, j'ai un problème avec ce film.
Parce que Malavita, on te prend Robert De Niro qui joue à peu près ce qu'il joue à chaque film, à savoir le vieux mafieux, un peu bagarreur, qui, après avoir dénoncé son patron, enfin après avoir dénoncé, il est sous couvert de la protection de témoins et il vient se cacher dans le nord de la France. Donc déjà, Robert De Niro en mafieux, on l'a vu 1 milliard de fois chez Scorsese et c'est 1 million de fois mieux filmé, mieux photographié, mieux rythmé. Malavita, c'est un film vide, c'est un film creux, c'est un film qu'on a déjà vu, qui essaye de refaire des choses qui ont déjà été faites par 1 million de réalisateurs et qui c'est pas exceptionnel. Et alors là, ensuite, après, vient un film que j'adore. Vient un film que j'adore qui s'appelle Lucie. Euh, Lucie, c'est peut-être le film le plus philosophique avec le cinquième élément. C'est un film, donc pour vous raconter grossièrement l'histoire, c'est Scarlett Johansson qui se retrouve à prendre une drogue qui s'appelle le CPH4 et elle finit par être à 100% de ses capacités neurologiques et ça part en sorte de réflexion sur la création humaine, sur l'humanité, sur l'évolution, enfin tout un tas de trucs. La photographie est immonde, la photographie du film est complètement immonde, c'est extrêmement pauvrement mis en scène, la mise en scène ne raconte rien. Mais ce que je trouve intéressant, c'est, j'ai mis du temps à comprendre ce film, c'est ce qu'essaie de nous dire le film, c'est que sans le temps, nous ne sommes rien. Nous avons créé les unités de mesure du temps afin de pouvoir codifier notre existence et de la matérialiser. Afin de pouvoir créer un monde dont il nous est possible de le contrôler. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de dire, parce que moi-même j'ai du mal. Donc, Lucie, pour moi, c'est un mauvais film de science-fiction, mais ce n'est pas un mauvais film. Je pense que, en plus, le film fait 1h15, c'est beaucoup trop court. Je pense que, au contraire de, toujours le même exemple, au contraire de Wonder Woman, de Wonder Woman 1984, qui faisait 2h40, et qu'il aurait clairement pu avoir une demi-heure en moins, je pense que là, Lucie, une demi-heure, même 3 quarts d'heure en plus, ça aurait permis d'approfondir les personnages et le propos, ça aurait pu être quand même assez intéressant. Mais bon, après chacun fait le film qu'il veut. Ensuite, il y a donc Lucie. Non, Lucie on vient d'en parler, Melvin, t'es fou quoi. Il y a donc Valérian. Valérian, adaptation, de la même manière que Adèle Blanc-Sec, adaptation d'une bande dessinée française. On voit les trailers, on voit les bandes annonces de ce film, on se dit, qui a d'ailleurs la réputation d'être le film le plus cher produit en Europe alors qu'il a coûté que 180 millions. Ok. Donc là, ok, on voit les bandes annonces, on se dit, bon, les acteurs ont pas l'air exceptionnels, enfin les acteurs principaux, hein, mais il y a Clive Owen, il y a Alain Chabat qui fait une petite apparition, les effets spéciaux ont l'air cool, l'univers a l'air assez sympathique, tu te dis, pourquoi pas? Parce qu'en plus, le principe du film, c'est la station Alpha, c'est-à-dire la station spatiale internationale, il y a des tas d'espèces qui sont venues se greffer à cette station, et chaque peuple échange le savoir et les connaissances et technologies. Tu te dis, franchement, c'est quand même gavé cool comme truc, ça peut être ultra intéressant. Tous les peuples qui communiquent, qui vivent ensemble, il y a plein d'espèces, plein d'endroits différents, tu te dis, ok. Et tu regardes le film, tu vois le début, tu te fais, ok. Et je trouve que les 45 premières minutes de Valérian, c'est génial. Les 45 premières minutes, c'est assez exceptionnel. C'est quand ils sont dans le marché, où on alterne avec Cara Delevingne qui est pas dans le... Parce que c'est un monde qui est dans une autre dimension, donc elle qui est pas dans la dimension, et l'autre acteur, donc Daddy Yan, qui lui est dans la dimension avec son casque en VR, et il y a une scène d'action qui alterne entre les deux. Je trouve ça, visuellement, il y a quelque chose. En termes de mise en scène, ça raconte quelque chose. En termes de montage, c'est dynamique, on a le rythme. Ensuite, ils vont sur la station Alpha, donc tu te dis, ok, il y a quelque chose, il se passe plein de trucs, c'est intéressant. Et puis plus le film avance, et plus il n'y a rien. Il y a plus rien. La mise en scène se fait très pauvre, le rythme se fait lent, et le scénario est chiant, je suis désolé. À partir de 45 minutes de film, le scénario n'a plus rien. Le scénario ne raconte plus rien, si ce n'est le gouvernement de la Terre, c'est pas des gentils parce qu'ils tuent les extraterrestres. Ouais, ok, d'accord.
Bah, le coup du gouvernement méchant qui tue des peuples, on l'a déjà vu 1 million de fois dans les films, hein, c'est pas ouf. Donc Valérian, moi ça a été une déception. Ça a été une déception. En fait, je l'avais plutôt apprécié à mon premier visionnage et en le revoyant une deuxième, une troisième fois, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas un très très bon film. Donc voilà. Pour conclure, finalement, Luc Besson, c'est un grand enfant, c'est un rêveur, c'est un homme qui avait pour envie de faire du cinéma français avec les moyens du cinéma américain, de faire rayonner la France à l'international. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'au cinquième élément. Et après, il y a eu une déchéance de ses films en termes de scénario, en termes de mise en scène, en termes de tout. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et puis, ses ennuis avec la justice n'ont pas aidé le personnage, bien entendu. Voilà, voilà, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, je ne sais pas, à vous abonner, à liker, n'est-ce pas, à lâcher un petit commentaire en mode moi j'aime bien aimer ou moi j'aimerais que tu parles de tel ou tel film ou de telle ou telle série. Je le ferai avec un plaisir exceptionnel, pas de soucis. Donc et puis bonne journée, bonne soirée, bonne vie. C'était l'Avengers du cinéma, on se dit à bientôt.